il faut savoir que 10% de la population se partagent les richesses du Gabon et 90% sont totalement délaissés dans la pauvreté. Ça a créé 3 classes, bien évidemment, une bourgeoisie, effectivement, de l'argent roi, l'argent qui achète, qui avilit, qui corrompt, une noblesse et une bourgeoisie, effectivement, qui souhaite rejoindre justement la classe supérieure, qui est la classe des nobles, qui effectivement s'aplatit, qui se déjuge, qui effectivement ne rêve que d'une seule chose, d'accéder à cette classe supérieure. Et au final, le tiers-État, le vrai peuple, qui effectivement ne peut vivre qu'au crochet des autres en mendiant à cela, effectivement, sans espoir d'être un jour maître de son destin par des voies légales, justement par la reconnaissance de son travail, de ses efforts déployés. Donc en réalité, c'est ce qui s'est instauré. Et le tout est couronné par une corruption multidimensionnelle. En réalité, la chronique qui a été faite est intéressante. Elle ne crée pas, aujourd'hui, le nouveau régime constitutionnel ne met pas en place un régime présidentiel. C'est très subtil. C'est très subtil parce que... Ni parlementaire aussi. Ni parlementaire, nous sommes en place d'un régime présidentialiste. Présidentialiste. Parce qu'en réalité, effectivement, sur les bancs de la faculté de droit, nous avons des canaux qui distinguent des régimes. Aujourd'hui, au Gabon, la constitution qui va être enlevée, donc la constitution de 91 aujourd'hui qui est en vigueur, met en place, en réalité, un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Parce que nous avons quand même une Assemblée nationale qui a la possibilité de renverser le gouvernement et un président qui peut dissoudre. Là, ce sont des critères, effectivement, d'un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est le cas de la France, en réalité. Mais dans le cas d'un régime présidentiel, la séparation des pouvoirs, elle est stricte. Ça veut dire que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Comme aux États-Unis, on parle de check and balances. Voilà. Or, dans ce cas, dans le régime que nous avons, le président conserve le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, alors que par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir pour renverser le gouvernement. C'est une dérive selon vous? C'est une dérive autoritaire. Selon moi, c'est une dérive autoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. En réalité, je ne suis pas le premier à le dire. Certains même qui ont fait partie des rédacteurs du projet de constitution ont effectivement écrit des livres en considérant que le régime présidentialiste, effectivement, qui encourage la monopolisation et la centralisation perpétuelle des pouvoirs, est consubstantiellement incompatible avec la séparation des pouvoirs. Ouais, c'est ce qu'on lit dans certains articles voilà, aussi. Aujourd'hui, nous y sommes. En réalité, ce régime-là met en mal l'équilibre des pouvoirs. Et c'est une marginalisation du Parlement. Le Parlement qui, avec le président de la République, jouit dans un État de la légitimité directe populaire. Le Parlement est la représentation nationale, notamment la Chambre basse, qui est souvent l'Assemblée nationale, qui représente directement la nation, et c'est stipulé dans la Constitution qui va être votée le 16 novembre prochain. Mais en réalité, ce Parlement-là, autant sous l'Ancien Régime, il était déjà infantilisé, neutralisé, verrouillé par le chef d'État et a servi. Mais avec le régime qui va être adopté le 16 novembre, ce Parlement ne retrouve pas ses lettres de noblesse. Au contraire, puisqu'il n'a même plus aucun pouvoir de pression sur le gouvernement. Donc, ce qui veut dire en réalité, lorsqu'on va très loin dans le raisonnement, au lieu de voir que c'est un jeu entre l'exécutif et le législatif, moi je vois plutôt qu'il s'agit d'une marginalisation du peuple dans le processus de décision, de prise en main de son destin, parce que les décisions, en fait, sont prises au Parlement. C'est le Parlement qui adopte les lois. Le président de la République, il met en place un cap, une vision. Il détermine la politique de la nation. Mais aujourd'hui, vous verrez que dans la nouvelle Constitution, il détermine et conduit seul la politique de la nation. Parce qu'il peut nommer son vice-président du gouvernement et révoquer aussi à tout moment. Hein. Oui, bien évidemment, ce sont des assistants. C'est pire encore. Parce qu'en réalité, on aurait encore cru qu'ils seraient des collaborateurs. Mais c'est stipulé dans la Constitution, le vice-président, le président est assisté d'un vice-président. C'est le concept qui est utilisé? Oui, est assisté d'un vice-président. Est assisté en tant que chef de gouvernement, parce que le président de la République devient non seulement chef de l'État, mais aussi chef du gouvernement, puisque le poste de Premier ministre a été supprimé.
Donc, en tant que président de la République, il est assisté d'un vice-président. Et en tant que chef du gouvernement, il est assisté d'un vice-président du gouvernement. En réalité, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est un recul en arrière? C'est un recul parce que l'analyse de l'histoire constitutionnelle, donc du curriculum constitutionnel gabonais, fait que la constitution qui va être adoptée ramène des éléments de la constitution du 21 février 1961, où le poste de vice-président avait été supprimé, où on avait créé les vice-présidents du gouvernement, qui en fait exerçaient par intérim les pouvoirs du président, et où le président était en même temps chef de l'État et chef du gouvernement, et où il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale sans que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de renverser le gouvernement. En réalité, la restauration des institutions que nous appelons tous de nos voeux et que nous encourageons, parce qu'effectivement, il fallait sortir de 14 ans de glaciation autoritaire de Swali Bongo Ndimba, veut que cette restauration ne soit pas basée sur des valeurs désuètes. Nous considérons aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, en tant que juriste, mais aussi en tant que membre du mouvement politique Alliance démocratique et solidaire, qu'en fait, c'est un choix de société. La Constitution, c'est un contrat social. Et c'est le peuple souverain qui décide de déléguer sa souveraineté à des institutions pour la conduite de son destin. Et nous considérons aujourd'hui que c'est un choix à faire entre la prédominance présidentielle qui annihile justement les contrepoids institutionnels, les autres contrepoids institutionnels, et l'ouverture, ou en tout cas la création d'un état d'équilibre institutionnel qui est source de développement. Et je ne suis pas le seul à le dire. Mon confrère, docteur en droit Téléso Rondo, qui faisait partie de la commission de relations, a écrit un fabuleux ouvrage, Plaidoyer pour un nouveau régime politique, dans lequel il indique clairement que le régime semi-présidentiel, effectivement, peut facilement glisser vers le présidentialisme lorsque on maintient la prédominance présidentielle. Nous y sommes. En réalité, et ce régime présidentiel n'est pas source de développement économique du Gabon. Le président de la transition a répondu à ses opposants ce week-end lors d'un déplacement. On va rapidement écouter une courte séquence, je vous laisse réagir. Ils savent que ce document est le meilleur. Ils le savent. Ils n'ont plus d'arguments pour vous dire. Ils veulent vous entraîner dans l'anarchie, dans le désordre. Parce qu'aujourd'hui, certains ont des remords. Oui. La République, depuis Felomba, on a eu combien de premiers ministres? Il y a eu beaucoup de premiers ministres qui sont passés. Oyemba, plein d'autres. Combien ont touché la Constitution? Combien ont modifié le code électoral? Et voilà pourquoi lui il est venu modifier ça en 2023. Même si on t'envoie, si tu es du côté du peuple, et que ton chef te demande de toucher la Constitution, de modifier le code électoral, mais tu dois te dire, Monsieur le Président, je suis là pour vous porter conseil. Ça, ce n'est pas bon. Il n'a pas fait. Le coup d'État est venu à cause de lui. Le coup d'État est venu à cause de lui. Et aujourd'hui, tous ses collègues le lui reprochent. Kara, c'est une charge contre l'ancien Premier ministre. Le coup d'État est venu à cause de lui. Oui, donc avant de répondre à cette question, je voulais... une respiration de toi, Kara. Une seconde, c'est-à-dire les constitutions africaines sont très bien rédigées, mais en général, c'est la pratique. C'est la pratique qui manque. Donc là, il a mis 7 ans pour le mandat présidentiel renouvelable une fois, donc ça fait 14 ans. Donc je crois que c'est une façon aussi de s'éterniser au pouvoir. Ah, c'est une volonté du président de rester... Voilà, justement, okay. Voilà, 14 ans, c'est déjà pas mal. Donc, dans sa déclaration... Voilà, concernant donc, le Premier ministre, c'est la bonne guerre. Et à cause de lui que le coup d'État a eu lieu, je ne pense pas que c'est à cause du Premier ministre seulement. C'est ce qu'il a dit, c'est... c'est lui qui a activé la réforme du code électoral. Le système qui est à la fois rejeté par les Gabonais, et puis aussi, donc, les militaires ont profité de l'opportunité que c'est le bon moment, et puis le président Bongo aussi était malade, donc il n'est pas en mesure de gouverner le Gabon. Et donc il y a toutes ces raisons
qui réunis, qui ont fait que l'armée a profité de la situation. Maintenant, si vous partagez cette accusation du président de la République gabonaise envers l'ancien Premier ministre, Willy Binze, qu'on a reçu ici et qui a dit ouvertement que la place des militaires, c'est dans les casernes. Bon, je contextualise. Je me permets de nuancer cette affirmation. Parce que, d'une part, comme l'a dit M. Kara, l'organisation institutionnelle de nos États fait qu'en réalité, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre, quoi qu'on en pense, dans nos constitutions, est un chant de chœur amateur. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas de pouvoir en tant que tel. C'est un collaborateur. C'est un collaborateur du président de la République. Ce qui veut dire, d'ailleurs, vous noterez que dans l'exécutif, auparavant qui était bicéphale, parce qu'un président, un Premier ministre, le président de la République, le plus souvent, déterminait et conduisait la politique de la nation, faisant du Premier ministre un simple collaborateur. Donc, en réalité, dire que la modification de la Constitution, c'est du fait du Premier ministre, c'est un tout petit peu biaisé sur la pratique réelle de nos institutions. Parce que le Premier ministre il ne peut pas dire non au président de la République, même s'il le souhaitait, même s'il lui disait non, le président de la République, s'il a une idée de modifier la Constitution, la voix du Premier ministre ne sert à rien du tout. Donc c'est pas volonté de ne pas accuser son ancien patron peut-être, hein? C'est peut-être ça. Oui, bien évidemment, parce qu'on sait que le président de la République dans nos États est le Deus ex machina de l'administration. Il est le détenteur de tous les pouvoirs. Il fait et défait. Donc en réalité, défaire une constitution pour un président de la République, il n'a pas besoin de l'appui d'un Premier ministre pour ce faire. Peut-être dans des régimes qui se disent un tout petit peu démocratiques, où on veut effectivement faire du Premier ministre le fusible. Parce qu'en réalité, c'est cela. Là, aujourd'hui, le Premier ministre devient le fusible. Mais en réalité, celui qui appuie sur le bouton, c'est le président de la République. Donc cette accusation, effectivement, comme l'a dit Kara, c'est de bonne guerre. Effectivement, parce que M. Willy Binze, il est opposé à la nouvelle constitution. Effectivement, donc là, nous sommes dans la politique. Il faut se rejeter les responsabilités. Merci beaucoup, maître. Merci pour vos éclairages sur l'actualité au Gabon. Rapidement, on va conclure avec la chronique d'Alexandre. Et oui, le 1er novembre était bien une fête des morts politiques.